Je suis arrivé au bureau de ma femme avec un bouquet de fleurs et un billet d'avion pour Paris pour la Saint-Valentin, seulement pour voir ses collègues la féliciter pour ses fiançailles avec le PDG. Puis, ma femme l'a embrassé et a exhibé sa bague en diamant pendant que tout le monde applaudissait. Alors je suis parti. J'ai discrètement annulé tous les paiements et voyages, et j'ai retiré mes 83% de parts de l'entreprise, d'une valeur de 557 millions d'euros. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé de 356 appels manqués. Et quelqu'un s'est présenté à ma porte. Joyeux Saint-Valentin. 1. J'imagine que je suis la risée de l'histoire. Elle m'avait promis l'éternité, mais elle planifiait une trahison. Le bouquet m'a coûté 200 €, mais voir le visage de ma femme quand je suis entré dans son bureau cet après-midi de la Saint-Valentin? Ça n'avait pas de prix. Simplement pas de la manière à laquelle je m'attendais. Je m'appelle Nick Harlan, et je pensais connaître ma femme. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 15e étage du siège étincelant de Meridian Tech, et quelque chose a immédiatement semblé anormal. Vous connaissez cette sensation quand vous entrez dans une pièce et que tout le monde s'arrête de parler? Oui. C'était ce qui se passait. Sauf que personne n'a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. J'avais passé la matinée à organiser cette surprise. 2 billets pour Paris nichés dans la poche de ma veste, des réservations au Grand Véfour pour ce soir, et ces ridicules roses rouges qu'Élise avait toujours prétendu adorer. Après 18 ans de mariage, je pensais l'avoir cerné. Je me trompais de façon spectaculaire. Nick. Brianna Chen, une des collègues d'Élise, a pratiquement hurlé mon nom. Son visage était devenu couleur de l'écaillé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je viens faire une surprise à ma femme pour la Saint-Valentin », ai-je dit en brandissant le bouquet. « Est-ce qu'elle est dans son bureau ?» Le silence s'est étiré comme un élastique sur le point de rompre. Une vingtaine de visages me fixaient avec des expressions allant de la pitié à l'amusement à peine dissimulé. Paul Martinez, le commère du bureau qui avait toujours léché les bottes d'Élise, a même fait un pas en arrière. Nick, a répété Brianna, la voix plus douce maintenant. Peut-être que tu devrais. Le voilà. La voix de Victor Crane a retenti à travers l'open space. Le PDG en personne, s'avançant vers moi les bras grands ouverts comme si nous étions de vieux amis, ce que nous n'étions pas. J'avais rencontré ce type peut-être 3 fois lors de fêtes d'entreprise, et à chaque fois il m'avait semblé être le genre de personne qui s'entraîne à serrer la main devant le miroir. Victor, ai-je acquiescé, confus par sa soudaine amabilité. Élise est dans le coin. Je voulais lui faire une surprise. Oh, elle va être surprise, ça c'est sûr, a dit Victor, et quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. Il souriait, mais c'était le genre de sourire qu'on voit sur un requin juste avant qu'il ne morde. C'est là que je l'ai vue. Élise est sortie de la salle de conférence, et elle était éblouissante. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, et elle portait cette robe bleue que je lui avais achetée pour Noël. Mais ce n'est pas son apparence qui m'a glacé le sang. C'était l'énorme bague en diamant à sa main gauche. La bague qui n'était certainement pas la modeste alliance que je lui avais donnée il y a 18 ans. Félicitations, a crié quelqu'un de l'autre côté du bureau. C'est pour quand le mariage, a lancé une autre voix. Les yeux d'Élise ont croisé les miens à travers la pièce, et j'ai vu son visage passer par environ 6 émotions différentes en l'espace de 2 secondes. Le choc, la culpabilité, le défi, et enfin, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Victor s'est approché d'elle et, juste là, devant Dieu et tout le monde, l'a attirée dans un baiser qui a duré environ 10 secondes de trop pour un lieu de travail. Quand ils se sont séparés, il a gardé son bras possessivement autour de sa taille. Tout le monde, a annoncé Victor, sa voix portant facilement à travers le bureau soudainement silencieux, je veux que vous sachiez tous qu'Élise a fait de moi l'homme le plus heureux du monde en acceptant de devenir ma femme. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont atteint un crescendo. Quelqu'un a fait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne. Brianna s'est mise à pleurer des larmes de joie. Et moi, je suis resté là, tenant 200 € de roses, avec l'impression d'avoir été percuté par un train de marchandises. Nick. La voix d'Élise était à peine plus qu'un murmure, mais je l'ai entendue clairement. Elle s'est détachée de Victor et marchait vers moi, ses talons claquant sur le sol en béton poli. Félicitations, ai-je dit, surpris de la stabilité de ma voix. C'est pour quand le grand jour? Nick, je peux tout expliquer. Ah oui?
J'ai de nouveau regardé la bague. Elle était énorme. Coûtait probablement plus cher que mon camion. Parce que de là où je suis, ça semble assez explicite. Victor est apparu à l'épaule d'Élise, arborant toujours ce sourire de requin. Nick, c'est ça? Élise m'a tellement parlé de vous. Vraiment? J'ai passé le bouquet dans ma main gauche et j'ai tendu la droite. Victor l'a serré, sa poignée juste un peu trop ferme, tenue juste un peu trop longtemps. C'est drôle, elle ne vous a jamais mentionné du tout. La couleur a quitté le visage d'Élise. Nick, s'il te plaît. Pas ici. Pourquoi pas ici? J'ai regardé la foule de visages qui observaient notre petit drame se dérouler. On dirait que tout le monde est déjà au courant. Je suis apparemment le dernier à recevoir le mémo. Ce n'est pas comme ça, a dit Élise, mais sa voix manquait de conviction. C'est comment, alors, ai-je demandé. Parce qu'on dirait que ma femme vient de se fiancer avec un autre homme alors qu'elle est toujours mariée avec moi. Mais bon, peut-être que j'interprète mal la situation. Paul Martinez avait sorti son téléphone, filmant probablement toute la scène pour les réseaux sociaux. Brianna pleurait toujours, mais cela ressemblait plus à des larmes de gêne maintenant. Le champagne avait cessé de couler. Victor s'est placé légèrement devant Élise, un geste protecteur qui m'a fait serrer la mâchoire. Écoute, Nick, je sais que c'est gênant. Gênant? J'ai ri, et c'est sorti plus durement que je ne l'avais prévu. Que ma femme se fiance avec son patron à sa fête de Saint-Valentin au bureau pendant que je suis là avec des fleurs, c'est gênant? Non, Victor. C'est gênant quand on entre accidentellement dans les mauvaises toilettes. Ça, c'est tout autre chose. Il faut qu'on parle, a dit Élise. En privé. Vraiment? Je l'ai regardé longuement. Vraiment regardé. La femme que j'avais épousée, la mère de mon fils, la personne à qui j'avais confié tout ce que j'avais. Tu sais quoi, Élise? Je pense que tu as dit tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je me suis approché du bureau le plus proche et j'y ai posé le bouquet. Les roses semblaient ridicules sur la surface blanche et lisse, comme une éclaboussure de sang sur de la neige fraîche. Nick, attends, a crié Élise derrière moi, mais je marchais déjà vers l'ascenseur. Les portes se sont ouvertes immédiatement, comme si l'univers me faisait une faveur pour une fois. En entrant et en me retournant, j'ai vu tout le bureau me regarder. Élise avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Victor semblait mal à l'aise pour la première fois depuis mon arrivée, et tous les autres avaient l'air soulagés que le spectacle soit terminé. Profitez bien de la fête, ai-je dit alors que les portes se fermaient. L'ascenseur est descendu en silence, et j'ai sorti mon téléphone. 18 appels manqués de Jamie, mon fils de 16 ans. Il m'avait envoyé des textos toute la matinée, me demandant si j'étais sûr de vouloir surprendre maman au travail. Gamin intelligent. Plus intelligent que son vieux père, apparemment. Je l'ai rappelé en traversant le hall. Papa? La voix de Jamie était tendue d'inquiétude. Ça va? J'ai essayé de t'appeler. Je vais bien, fiston. Je quitte juste le bureau de ta mère. Comment ça s'est passé? J'ai poussé les portes vitrées pour sortir dans le froid de février. Le ciel était couleur de béton vieilli, et il y avait de la neige fondue partout suite à la neige du matin. Un temps parfait pour le pire jour de ma vie. Eh bien, ai-je dit, ta mère va se marier. Quoi? Papa, ça n'a aucun sens. Elle est déjà mariée avec toi. Ouais, ai-je dit, en sortant mes clés de ma poche. C'est ce que je pensais aussi. Je suis monté dans mon camion et j'ai démarré le moteur. Mon téléphone bourdonnait déjà de notifications. Texto, appel manqué, message Facebook. La nouvelle se répandait vite. Mais je n'étais pas encore prêt à gérer tout ça. À la place, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à annuler des choses. Le voyage à Paris, les réservations au restaurant, les cartes de crédit conjointes, les virements automatiques sur nos comptes communs. Le temps d'arriver à la maison, j'avais annulé tout ce qui me liait financièrement à Élise Arlan. Tout sauf la maison, et je m'occupais de ça aussi. Mon téléphone a sonné. Élise. J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Il a sonné de nouveau, immédiatement. Puis encore. Au 4e appel, j'ai répondu. Quoi? Nick, s'il te plaît,
tu dois me laisser t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu me trompes avec ton patron? Que tu t'es fiancé à un autre homme alors que tu es toujours marié avec moi? Que tu m'as humilié devant tout ton bureau? Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. J'étais maintenant assis dans mon allée, fixant la maison que nous avions achetée ensemble il y a 12 ans. La maison où nous avions élevé notre fils, où nous avions planifié notre avenir, où je pensais que nous étions heureux. Je l'aime, Nick. Ces 4 mots m'ont frappé plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire d'autre. Pas, je suis désolé, ou, j'ai fait une erreur, ou même, je n'ai jamais voulu que tu la prennes comme ça. Je l'aime. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Silence. Depuis combien de temps, Élise? 6 mois. 6 mois. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour bâtir mon entreprise de construction, pendant que je planifiais des surprises romantiques, pendant que je vivais ma vie comme si tout était normal, ma femme vivait une vie complètement différente avec un autre homme. Les papiers du divorce seront prêts lundi, ai-je dit. Nick, attends. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. La voiture de Jamie était dans l'allée. Il était rentré de l'école, ayant probablement séché son dernier cours quand il n'arrivait pas à me joindre. Bon gamin. Il méritait mieux que de voir sa famille imploser le jour de la Saint-Valentin. Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de faire ses devoirs au comptoir comme si de rien n'était. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont il serrait son crayon trop fort. Salut, papa. Il n'a pas levé les yeux de ses problèmes de maths. Salut, toi. Je me suis assis en face de lui. Il faut qu'on parle. Maintenant, il a levé les yeux, et j'ai vu mon reflet dans ses yeux sombres. Les mêmes yeux qui me regardaient avec une confiance inconditionnelle. J'espérais que ça ne changerait pas après aujourd'hui. Maman va vraiment se marier avec quelqu'un d'autre? On dirait bien. Vous allez divorcer? Oui. Jamie a hoché la tête lentement, comme s'il s'attendait à cette réponse. Tu vas bien? Est-ce que j'allais bien? Ma femme depuis 18 ans venait de m'humilier publiquement de la manière la plus spectaculaire possible. Mon mariage était terminé. Ma famille était brisée. Mon fils me regardait comme si je pouvais m'effondrer à tout moment. Mais assis là, dans ma cuisine, en regardant la seule personne au monde qui se souciait encore de moi, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. J'étais en colère. Furieux, en fait. Mais je n'étais pas brisé. Je vais m'en sortir, ai-je dit à Jamie. Nous deux. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans ce bureau, je le pensais vraiment. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis 3 heures. 47 appels manqués, 32 SMS, et assez de notifications Facebook pour faire planter un serveur. J'avais coupé la sonnerie, mais l'écran continuait de s'allumer comme un stroboscope toutes les quelques secondes. Jamie faisait semblant de faire ses devoirs, mais je voyais bien qu'il me surveillait du coin de l'œil, attendant de voir si son vieux père allait faire une dépression nerveuse complète ou frapper dans un mur. Ni l'un ni l'autre, en fin de compte. Au lieu de cela, je faisais quelque chose de beaucoup plus thérapeutique, démanteler systématiquement 18 ans de finances communes avec la précision froide d'un chirurgien. Papa. Jamie a finalement abandonné son simulacre d'étude de l'algèbre. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe des affaires. Je n'ai pas levé les yeux de l'écran de mon ordinateur portable. Savais-tu que ta mère utilisait notre carte de crédit conjointe pour acheter des cadeaux à son petit ami? Des cadeaux chers. Très chers. J'ai tourné l'écran vers lui. Le relevé de carte de crédit montrait des débits dans des bijouteries, des restaurants haut de gamme, une escapade d'un week-end dans un complexe hôtelier de luxe dans le nord de l'État. Tout cela au cours des 3 derniers mois, pendant qu'elle me disait que nous devions réduire les dépenses du ménage. La mâchoire de Jamie s'est crispée. Elle lui a acheté des trucs avec ton argent? Notre argent, ai-je corrigé. Mais plus maintenant. J'avais déjà transféré mes comptes professionnels vers une autre banque. Changé les mots de passe de tout, annulé les cartes de crédit, retiré Élise comme bénéficiaire de mon assurance vie. C'était incroyable de voir à quel point on pouvait défaire une vie commune avec quelques clics de souris et appels téléphoniques. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Nick Harlan, ai-je répondu. Monsieur Harlan?
C'est David Chen de la First National. Je vous appelle au sujet des irrégularités dans l'activité de votre compte aujourd'hui. Quel genre d'irrégularité? Eh bien, monsieur, vous avez effectué plusieurs transferts importants et fermetures de compte en très peu de temps. Notre système de détection de fraude l'a signalé comme une activité potentiellement suspecte. J'ai failli rire. Ce n'est pas une fraude, David. C'est un divorce. Oh. Il y a eu une pause. Je vois. Eh bien, dans ce cas, pouvons-nous vous aider avec autre chose aujourd'hui? En fait, oui. J'ai besoin de savoir comment retirer quelqu'un d'un prêt hypothécaire conjoint. Je peux vous transférer à notre service des prêts hypothécaires. Ce serait super. Pendant que j'étais en attente, Jamie est venu s'asseoir à côté de moi. Papa, je peux te dire quelque chose? Toujours. Je savais pour maman et ce type. Je l'ai regardé vivement. Comment ça, tu savais? Je les ai vus ensemble il y a environ 2 mois. J'étais au centre commercial avec des amis et j'ai vu maman déjeuner avec ce type plus âgé. Ils se tenaient la main et tout. Le visage de Jamie était rouge d'embarras. Je pensais que c'était peut-être juste un ami ou quelque chose comme ça, mais la façon dont il se regardait. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne savais pas quoi dire, et j'espérais me tromper. Il a fixé ses mains. Je suis désolé, papa. J'aurais dû dire quelque chose. Non. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis tourné complètement vers lui. Tu n'aurais pas dû avoir à dire quoi que ce soit. Ce n'était pas ta responsabilité, Jamie. C'était entre ta mère et moi. Mais si je te l'avais dit, alors j'aurais découvert il y a 2 mois au lieu d'aujourd'hui. Le résultat final aurait été le même. Mon téléphone s'est remis à sonner. Élise, pour la 20e fois. Cette fois, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux, Élise? Nick, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis des heures. J'ai été occupé. Écoute, je sais que tu es en colère. En colère? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Notre voisine, Madame Patterson, promenait son chien, comme elle le faisait tous les jours à 17 heures. La vie normale, qui continuait comme si de rien n'était. En colère ne commence même pas à décrire ce que je ressens. Est-ce qu'on peut juste parler en personne, s'il te plaît? À propos de quoi? Du fait que tu couches avec ton patron depuis 6 mois pendant que je me tue au travail pour subvenir aux besoins de notre famille. Du fait que tu t'es fiancé à un autre homme alors que tu es toujours marié avec moi? Du fait que tu m'as humilié devant tout ton bureau? Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes comme ça. Comment voulais-tu que je l'apprenne? Comptais-tu me le dire un jour, ou allais-tu simplement me laisser le découvrir quand les papiers du divorce arriveraient? Silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Victor veut te rencontrer. Victor peut aller au diable. Nick, s'il te plaît. Il se sent très mal de la façon dont ça s'est passé. Il se sent très mal? J'ai ri et c'est sorti amèrement. Ton petit ami se sent très mal d'avoir été surpris en train d'humilier publiquement un autre homme. Quelle noblesse de sa part. Ce n'est pas juste mon petit ami. C'est mon fiancé. Tant que tu es marié à moi, c'est ton petit ami, et tu es toujours une femme adultère. Ne m'appelle pas comme ça. Pourquoi pas? C'est ce que tu es. Je l'entendais pleurer maintenant, mais je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas d'envie de la réconforter, pas d'instinct de m'excuser d'avoir été dur. Ça m'a surpris. Après 18 ans de mariage, mon premier instinct avait toujours été de la faire se sentir mieux quand elle était contrariée. Plus maintenant. Je veux la moitié de tout, a-t-elle dit soudainement. Pardon? Dans le divorce. Je veux la moitié de la maison, la moitié de ton entreprise, la moitié des comptes d'épargne. J'y ai droit. Et voilà. La vraie Élise, celle avec qui j'avais apparemment été marié tout ce temps sans le savoir. Pas la femme au cœur brisé qui avait fait une erreur, mais la personne calculatrice qui planifiait déjà comment profiter de sa trahison. Tu n'as droit à rien, ai-je dit doucement. Ce n'est pas comme ça que le divorce fonctionne dans cet état, Nick. Je connais mes droits. Vraiment? Parce que j'ai fait quelques recherches cet après-midi, et il s'avère que l'infidélité est toujours un motif de divorce pour faute dans cet état,
ce qui signifie que tu n'as peut-être pas autant de droits que tu le penses. Un autre silence. Tu ne peux pas prouver l'infidélité. Ah non? J'ai de nouveau affiché les relevés de carte de crédit sur mon ordinateur portable. Dîner romantique, chambre d'hôtel, achat de bijoux, tout est documenté, tout a été payé avec les fonds matrimoniaux. De plus, je suis sûr que tes collègues seraient heureux de témoigner sur ta relation avec Victor, surtout après la petite performance d'aujourd'hui. Nick. De plus, je parie que Victor n'est pas le premier. Une femme ne devient pas aussi douée pour mentir du jour au lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais engager un détective privé et que nous allons examiner de très près tes activités au cours des dernières années. Chaque soirée tardive au bureau, chaque voyage d'affaires, chaque week-end entre filles dont je n'ai jamais entendu parler après coup. Tu deviens paranoïaque. Ah oui? Parce qu'en ce moment, je me demande si tout ce que tu m'as dit au cours des 5 dernières années était vrai. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon avocat. Mike Rodriguez. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Mike, c'est Nick Harlan. Je dois demander le divorce. Bon sang, Nick, que s'est-il passé? Je lui ai donné la version courte. Mike a sifflé doucement quand j'ai fini. Elle s'est fiancée à un autre type alors qu'elle était encore mariée avec toi? En public? Devant tout son bureau. Eh bien, ça va rendre les choses plus faciles. Infidélité, humiliation publique, dissipation des biens matrimoniaux. On peut travailler avec ça. Combien de temps ça prendra? Ça dépend de sa volonté de coopérer. Si elle se bat, ça pourrait prendre 1 an ou plus. Si elle est intelligente et règle ça rapidement, peut-être 6 mois. Je la veux hors de la maison. Je peux demander l'usage et l'occupation exclusif. Étant donné les circonstances, nous l'obtiendrons probablement. Fais-le. Nick, je dois te demander. Tu es sûr de ça? Parfois, les gens font des choses stupides, mais ça ne veut pas dire que le mariage est terminé. Si tu penses qu'il y a une chance. Il n'y a aucune chance, Mike. D'accord, alors. Je commence la paperasse ce soir. Après avoir raccroché, Jamie m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Tu vas vraiment la mettre dehors? C'est ma maison, Jamie. Je l'ai achetée. Je paie le prêt, et je ne vais pas me laisser chasser de ma propre maison parce que ta mère a décidé de faire exploser notre famille. Et moi? Où vais-je vivre? La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Dans toute ma colère et ma planification, je n'avais pas pensé à la bataille pour la garde qui s'annonçait. Elise se battrait pour Jamie, non pas parce qu'elle le voulait particulièrement, mais parce qu'elle voudrait me faire du mal. Tu vivras où tu voudras vivre, ai-je dit. Tu as 16 ans. Le tribunal écoutera ta préférence. Je veux rester avec toi. Même si ça veut dire changer d'école? Si ta mère emménage avec Victor, elle pourrait vouloir t'emmener avec elle. Jamie a secoué la tête fermement. Je ne vais pas vivre avec ce type. Et je ne te laisserai pas seul. Gamin intelligent. Trop intelligent pour son propre bien, peut-être. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Pas d'Élise cette fois, mais d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Victor. Il faut qu'on parle. J'ai montré le message à Jamie, qui a levé les yeux au ciel. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu, non, pas du tout. La réponse est venue immédiatement. Je pense que si. Il y a des choses que tu ne comprends pas sur la situation. Comme quoi? Comme le fait qu'Élise est malheureuse depuis des années. Comme le fait que votre mariage est terminé depuis longtemps, que tu veuilles l'admettre ou non. J'ai fixé le message, sentant ma mâchoire se crisper. Ce fils de... Allez me faire la leçon sur mon propre mariage? Tu ne sais rien de mon mariage. J'en sais plus que tu ne le penses. Élise m'a tout dit. Ah oui? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle utilisait les fonds matrimoniaux pour t'acheter des cadeaux? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle me mentait depuis des mois pendant que je soutenais son style de vie? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle s'est fiancée à toi alors qu'elle était encore mariée à moi? Elle m'a dit que tu étais émotionnellement distant depuis des années. Que tu travailles tout le temps et que tu ne fais jamais attention à elle. Qu'elle se sentait seule et insatisfaite. J'ai montré les messages à Jamie,
qui avait l'air dégoûté. N'importe quoi, a-t-il dit. Tu travailles dur pour prendre soin de nous, et tu as toujours fait attention à maman. C'est elle qui était toujours trop occupée avec le travail ou ses amis ou je ne sais quoi. La vérité sort de la bouche des enfants. J'ai répondu, si elle était si malheureuse, elle aurait dû demander le divorce au lieu de tromper. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Les adultes communiquent. Les enfants se cachent et mentent. Tu n'es pas raisonnable. Je suis honnête. Il y a une différence. Écoute, je vais gérer ça en gentleman, mais si tu comptes rendre les choses difficiles, tu vas. Quoi? Me menacer? C'est toi qui couches avec la femme d'un autre homme. Je ne suis pas le méchant ici. Retrouve-moi demain soir, 19 h, au Riverside Grill. On peut régler ça comme des adultes. J'ai fixé le message pendant un long moment. Tous mes instincts me disaient de ne pas m'engager, de laisser mon avocat tout gérer, d'éviter toute situation qui pourrait empirer les choses. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été humiliée devant 20 inconnus cet après-midi, voulait regarder Victor Crane dans les yeux et lui dire exactement ce que je pensais de lui. Papa? Jamie me regardait attentivement. À quoi tu penses? Je pense que le petit ami de ta mère veut me rencontrer demain soir. Tu vas y aller? Je ne devrais pas. Mais tu vas y aller quand même. Probablement. Jamie a souri. Je peux venir avec toi. Absolument pas. Allez, papa. Je veux te voir démolir ce type. Je ne vais démolir personne. Je vais juste avoir une conversation. C'est ça, a dit Jamie, mais il souriait toujours. J'ai de nouveau regardé mon téléphone. Victor attendait une réponse. Contre mon meilleur jugement, j'ai tapé « D'accord ». 19 h, mais ça a intérêt à en valoir la peine. Ça en vaudra la peine. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé Jamie. Ta mère va être très en colère quand elle découvrira que je le rencontre. Tant mieux, a dit Jamie. Elle mérite d'être en colère. Gamin intelligent. Vraiment trop intelligent pour son propre bien. Mais il avait raison sur une chose. Élise méritait d'être en colère. Elle méritait beaucoup de choses, et je ne faisais que commencer à les lui donner. Le Riverside Grill était le genre d'endroit qui essayait trop d'être chic sans y parvenir. Folambrie, éclairage tamisé censé être romantique mais qui donnait juste un air sale à tout, et une carte des vins qui n'avait probablement pas été mise à jour depuis l'administration Clinton. Un endroit parfait pour une conversation que je ne voulais pas avoir avec un homme que je méprisais déjà. Victor était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table dans un coin avec un verre de ce qui ressemblait à un scotch cher. Il avait troqué ses vêtements de travail contre un jean foncé et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de la voiture de la plupart des gens. Tout en lui criait l'argent et le privilège, de ses cheveux parfaitement coiffés à ses chaussures en cuir italien. J'avais mis mes bottes de travail et une chemise en flanelle, en partie parce que je venais directement d'un chantier et en partie parce que je savais que ça l'agacerait. Nick. Il s'est levé quand je me suis approché de la table, tendant la main comme si nous étions de vieux amis se retrouvant pour boire un verre. J'ai ignoré la poignée de main et me suis assis en face de lui. Mettons une chose au clair, ai-je dit. Nous ne sommes pas amis. Nous ne sommes pas collègues. Tu es l'homme qui couche avec ma femme, et je suis le mari que tu as trahi. Alors, passons les politesses et allons droit au but, quoi que tu aies à dire. Le sourire de Victor a légèrement vacillé, mais il s'est vite repris. Entendu. J'apprécie ta franchise. J'en doute. Une serveuse est apparue à notre table, probablement au début de la vingtaine, avec le genre de gaieté forcée qui suggérait qu'elle travaillait pour les pourboires, pas pour le plaisir. Je peux vous servir quelque chose à boire, messieurs. Un scotch, ai-je dit. Ce que vous avez qui n'est pas hors de prix. La même chose, a dit Victor, même s'il avait déjà un verre plein. Quand la serveuse est partie, Victor s'est adossé à sa chaise et m'a étudié comme si j'étais un problème qu'il essayait de résoudre. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, a-t-il finalement dit. À quoi t'attendais-tu? À quelqu'un de plus âgé, de plus usé. Élise t'a décrit comme quelqu'un qui avait renoncé à la vie. Élise dit beaucoup de choses. La plupart ne sont pas vraies. Elle dit que tu travailles constamment, que tu ne passes plus de temps avec elle.
Je travaille dur pour subvenir aux besoins de ma famille. C'est ce que font les maris. Vraiment? Ou est-ce ce que tu fais pour éviter de gérer les problèmes à la maison? La serveuse est revenue avec mon scotch. J'ai pris une gorgée et j'ai laissé la question de Victor en suspens un instant. Tu veux savoir quels étaient les problèmes à la maison, ai-je finalement dit. Ma femme me trompait avec son patron. C'était ça le problème. Tout le reste n'était que des symptômes. La tromperie a commencé parce qu'elle se sentait seule. La tromperie a commencé parce qu'elle est égoïste et malhonnête. La mâchoire de Victor s'est crispée. Tu ne la connais pas comme moi. Je suis marié avec elle depuis 18 ans. Depuis combien de temps la connais-tu? 8 mois. 8 mois. J'ai ri. Et en 8 mois, tu penses la comprendre mieux que moi. Je comprends ce dont elle a besoin. Ce dont elle a besoin, c'est d'un avocat spécialisé en divorce, parce que c'est ce qu'elle va obtenir. Victor a pris une longue gorgée de son scotch, et je pouvais le voir essayer de contrôler sa colère. Bien. Je le voulais en colère. Les gens en colère font des erreurs. Écoute, a-t-il dit. Je ne t'ai pas demandé de venir ici pour nous disputer sur qui connaît le mieux Élise. Je t'ai demandé de venir parce que je veux rendre cela aussi indolore que possible pour toutes les personnes impliquées. Indolore pour qui? Toi? Parce que c'est déjà assez douloureux pour moi. Pour nous tous, y compris ton fils. La mention de Jamie a fait monter ma tension artérielle. Laisse mon fils en dehors de ça. Il va être affecté par la façon dont nous gérons cette situation. Si toi et Élise pouvaient parvenir à un accord à l'amiable. Il n'y a pas de nous dans cette situation, ai-je dit. Il y a moi, il y a ma femme infidèle, et il y a toi, l'homme avec qui elle me trompe. Jamie ira bien parce qu'il va vivre avec moi. Tu en es si sûr? Quelque chose dans son ton m'a fait le regarder plus attentivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Élise est une bonne mère. Elle aime Jamie. Elle a une drôle de façon de le montrer. Faire exploser sa famille le jour de la Saint-Valentin ne me semble pas particulièrement maternel. Elle n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Comment avait-elle prévu que ça se passe? Allait-elle attendre après son diplôme? Après l'université? Quand exactement comptait-elle me dire qu'elle menait une double vie? Victor n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Elle ne comptait pas me le dire du tout, n'est-ce pas, ai-je dit. Elle allait juste continuer à mener ses deux vies aussi longtemps que possible. C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. C'est en fait très simple. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre. Garder la sécurité d'être mariée à moi tout en s'amusant avec toi. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Victor a vidé son verre de scotch et a fait signe à la serveuse pour un autre. Elle était piégée dans un mariage qui ne fonctionnait pas. Elle a trouvé quelque chose de vrai avec moi, mais elle ne savait pas comment se sortir de sa situation sans blesser les gens. Alors, à la place, elle a décidé de blesser les gens quand même. Juste d'une manière plus spectaculaire. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Plusieurs choix sur une période de plusieurs mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma de comportement. La serveuse a apporté à Victor son deuxième verre. Il en a bu une grande gorgée avant de continuer. Je veux l'épouser, a-t-il dit. J'ai eu cette impression quand tu l'as demandé en mariage cet après-midi. Je veux dire l'épouser vraiment. Pas un geste symbolique, mais un vrai mariage. Une vraie vie ensemble. Alors tu vas devoir attendre que notre divorce soit finalisé. Combien de temps cela prendra-t-il? Ça dépend de sa volonté de coopérer. Et si je pouvais faire en sorte que ça vaille la peine pour toi de coopérer? J'ai posé mon verre et je l'ai regardé attentivement. Tu essaies de me soudoyer. J'essaie de trouver une solution qui convienne à tout le monde. La solution est simple. Elle demande le divorce, nous partageons nos biens conformément à la loi de l'État, et vous deux vivez heureux pour toujours. Ou pas. Je m'en fiche royalement. Et s'il y avait un moyen de rendre l'aspect financier plus favorable pour toi? Continue de parler. Victor s'est penché en avant, baissant la voix comme s'il partageait des secrets d'État. Je suis prêt à te dédommager pour le désagrément que cette situation a causé. Me dédommager? Oui.
Tu veux me payer pour que je divorce de ma femme afin que tu puisses l'épouser. Je veux m'assurer que tu ne sois pas désavantagé financièrement par cette situation. Je l'ai fixé un long moment, essayant de décider s'il était sérieux. On parle de combien? Combien faudrait-il? Tu penses vraiment que c'est une question d'argent? N'est-ce pas toujours le cas? Et voilà. La différence fondamentale entre nous. Victor Crane pensait que tout avait un prix, que chaque problème pouvait être résolu en y jetant assez d'argent. Il pensait probablement que j'étais juste un autre col bleu qu'on pouvait acheter avec un chèque assez gros. Il avait tort. Laisse-moi te dire quelque chose sur l'argent, ai-je dit. J'en ai plein. Mon entreprise de construction vaut environ 2 millions d'euros. Ma maison est payée. J'ai des comptes de retraite, des portefeuilles d'investissement, et assez d'argent en banque pour durer le reste de ma vie si je fais attention. Victor avait l'air surpris. Élise a dit que vous aviez des difficultés financières. Élise dit beaucoup de choses. La plupart ne sont pas vraies, tu te souviens? Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que ma femme arrête de me tromper, mais comme ça n'arrivera pas, je veux un divorce. Et je ne veux plus jamais te revoir après ce soir. C'est tout? C'est tout. Victor s'est rassis dans sa chaise, l'air frustré. Il doit bien y avoir quelque chose que tu veux. Tout le monde veut quelque chose. Tu sais ce que je voulais? Je voulais une femme qui ne me tromperait pas. Je voulais vieillir avec la femme que j'ai épousée. Je voulais que mon fils ait des parents qui se respectent assez pour ne pas s'humilier en public. Mais comme on ne peut pas avoir ces choses, comme je ne peux pas avoir ces choses, je veux la meilleure chose suivante. Je vous veux tous les deux hors de ma vie, aussi rapidement et complètement que possible. Et Jamie? Quoi, Jamie? Élise veut la garde partagée. Élise peut vouloir ce qu'elle veut. Jamie a 16 ans. Il choisit où il vit, et il a déjà choisi. C'est sa mère. Elle était sa mère quand elle a décidé de tromper son père. Elle était sa mère quand elle a décidé de se fiancer avec un autre homme sans nous le dire à aucun de nous deux. Elle était sa mère quand elle a décidé d'humilier notre famille en public. Tu vas le monter contre elle. Je n'ai pas besoin de le monter contre elle. Elle a fait ça toute seule. Le visage de Victor devenait rouge maintenant. Le scotch et la frustration se combinaient pour le rendre moins prudent avec ses mots. Tu te crois tellement meilleur qu'elle, a-t-il dit. Mais tu ne le es pas. Tu es tout aussi égoïste qu'elle. Comment arrives-tu à cette conclusion? Tu utilises ton fils comme une arme contre elle. Je protège mon fils d'une mère qui se soucie plus de son propre bonheur que de son bien-être émotionnel. Elle l'aime. Si elle l'aimait, elle aurait géré cette situation différemment. Elle l'aime, elle m'aime, et elle essaie de trouver un moyen de faire fonctionner tout ça. Ça ne fonctionne pas. C'est ça le problème. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux dans la vie sans conséquence. Elle a fait son choix quand elle a commencé à coucher avec toi. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Victor a fini son deuxième scotch et a claqué le verre sur la table assez fort pour faire cliqueter les couverts. Espèce de salaud, n'est-ce pas? Je suis un réaliste. Elle mérite mieux que ça. Elle mérite exactement ce qu'elle obtient. Et c'est quoi? Un divorce, une bataille pour la garde qu'elle va perdre, et une réputation de femme qui a trompé son mari avec son patron. Espèce d'enfoiré. Fais attention, Victor. Tes vraies couleurs commencent à se montrer. Il s'est levé brusquement, jetant un billet de 20 € sur la table. Cette conversation est terminée. Elle était terminée avant même de commencer. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu 1 heure de ma vie à t'écouter essayer de justifier ce que tu as fait. Victor s'est penché, mettant son visage près du mien. Je vais prendre soin d'elle. Je vais lui donner tout ce que tu n'as jamais pu lui donner. Bonne chance avec ça. Et quand tout ça sera fini, quand elle sera heureuse et que tu seras seul, souviens-toi que c'est toi qui as choisi ça. Je n'ai rien choisi du tout. Elle a fait le choix quand elle a décidé de tromper. Tu as fait le choix quand tu as décidé de coucher avec une femme mariée. Je ne fais que gérer les conséquences de vos choix. Victor s'est redressé, son visage tordu de colère. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Ton avocat? Qu'est-ce que ton avocat a à voir avec mon divorce?
Élise va avoir besoin d'une représentation légale. Alors elle peut engager son propre avocat avec son propre argent. Je vais m'assurer qu'elle obtienne tout ce à quoi elle a droit. Fais donc. Victor s'est tourné et s'est éloigné, zigzagant légèrement entre les tables. Le scotch l'avait frappé plus fort qu'il ne l'avait réalisé, ou peut-être était-ce la conversation. Quoi qu'il en soit, j'étais content de le voir partir. J'ai fini mon verre et laissé un pourboire pour la serveuse qui avait dû assister à toute notre conversation gênante. En marchant vers mon camion, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. 3 appels manqués d'Élise. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi pour retrouver Jamie, qui m'attendait avec ses devoirs étalés sur la table de la cuisine et une douzaine de questions sur comment la réunion s'était passée. Alors, a-t-il dit dès que je suis entré. C'était comment? À peu près ce à quoi je m'attendais. Tu l'as frappé? Non. Tu avais envie de le frapper? Oui. Jamie a souri. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis assis en face de lui et lui ai donné la version abrégée. Quand j'ai eu fini, Jamie secouait la tête de dégoût. Il a essayé de te soudoyer. Il a essayé de me soudoyer. Quel salaud. Ton langage. Désolé. Quel parfait et total salaud. J'ai ri, malgré tout. C'est mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on attend que ta mère rentre à la maison pour que je puisse lui dire qu'elle doit trouver un autre endroit où vivre. Elle va péter un câble. Probablement. Je peux regarder? Absolument pas. Mais je souriais en le disant. Et lui aussi. Dehors, j'entendais une voiture se garer dans l'allée. Élise, rentrant de je ne sais quoi depuis le désastre au bureau cet après-midi. C'est l'heure du spectacle, a dit Jamie. Va dans ta chambre. Papa? Va dans ta chambre. C'est entre ta mère et moi. Jamie a rassemblé ses devoirs à contre-cœur. Si tu as besoin de renfort, crie. Ça ira. Je sais que ça ira pour toi, mais pas pour elle. Gamin intelligent. Trop intelligent pour son propre bien. Mais il avait raison sur une chose. Cette conversation allait être moche, et Élise n'allait certainement pas bien s'en sortir. J'ai entendu sa clé dans la porte d'entrée et j'ai pris une profonde inspiration. Le deuxième round allait commencer. Élise est entrée dans la cuisine comme si elle marchait dans un champ de mine, ce qui n'était pas loin de la vérité. Son maquillage était bavé, ses cheveux en désordre, et elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Bien. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, posant son sac à main sur le comptoir. Non, pas du tout. C'est moi qui dois parler. Toi, tu dois écouter. Elle a tiré une des chaises de la cuisine et s'est assise en face de moi. Au même endroit où Jamie faisait ses devoirs quelques minutes plus tôt. Le contraste ne m'a pas échappé. Mon fils, travaillant dur pour son avenir. Ma femme, essayant de trouver comment justifier la destruction de notre famille. Comment s'est passée ta réunion avec Victor, a-t-elle demandé. À peu près comme on pouvait s'y attendre. Il a essayé de me soudoyer. Les yeux d'Élise se sont écarquillés. Il a quoi? Il m'a offert de l'argent pour que je coopère au divorce. Apparemment, il pense que je suis une sorte de profiteur qu'on peut acheter. Ce n'est pas il n'aurait pas fait ça. Il l'a fait. Ce qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le genre d'homme que tu prévois d'épouser. Élise a mis son visage dans ses mains. C'est un tel gâchis. Oui, c'en est un. Un gâchis que tu as créé. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe? Comptais-tu me parler de Victor à un moment donné? Ou allais-tu simplement continuer à mener une double vie indéfiniment? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Tu étais parfaitement heureuse de continuer à me mentir aussi longtemps que tu pouvais t'en tirer. Ce n'est pas si simple, Nick. Arrête de dire ça. C'est aussi simple que ça. Tu as fait le choix de me tromper. Tu as fait le choix de me mentir. Tu as fait le choix de te fiancer avec un autre homme alors que tu es toujours marié avec moi. C'était toutes des décisions conscientes. J'étais malheureuse. Alors divorce. Ne trompe pas.
Je ne savais pas comment te le dire. Tu aurais pu commencer par la vérité. Élise a levé les yeux vers moi, et j'ai vu les larmes recommencer. J'avais peur. De quoi? De te faire du mal. De briser notre famille. De recommencer à zéro. Alors à la place, tu as décidé de faire toutes ces choses de la manière la plus humiliante possible. Je suis tombée amoureuse de lui, Nick. Je ne l'ai pas prévu. C'est juste arrivé. Connerie. Elle a tressailli à mon langage, mais je ne me souciais plus de ses sensibilités délicates. Tu n'es pas tombé dans son lit par accident, ai-je continué. Tu n'as pas commencé accidentellement à me mentir sur où tu passais ton temps. Tu ne t'es pas fiancé accidentellement à lui cet après-midi. Je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, Élise. J'en ai fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai demandé le divorce. Ça veut dire que je t'ai retiré de tous nos comptes joints. Ça veut dire que j'ai annulé les cartes de crédit que tu utilisais pour acheter des cadeaux à ton petit ami. Et ça veut dire que tu dois trouver un autre endroit où vivre. La couleur a quitté son visage. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison. C'est ma maison. Je l'ai achetée avant notre mariage. Je paie le prêt, et mon nom est le seul sur l'acte de propriété. Mais j'habite ici. J'ai des droits. Tu avais des droits. Tu y as renoncé quand tu as décidé de me tromper. Ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne. En fait, si. J'ai parlé à mon avocat cet après-midi. En cas d'infidélité, le tribunal peut accorder l'usage et l'occupation exclusif à l'époux innocent. Élise m'a fixé comme si je l'avais giflé. Tu vas vraiment me mettre à la rue? Je ne te fais rien du tout. Tu as fait ton choix. Victor a une maison, n'est-ce pas? Va vivre avec lui. Je ne peux pas simplement emménager avec lui. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Tu étais prête à te fiancer avec lui cet après-midi. C'est différent. En quoi est-ce différent? Se fiancer est symbolique. Vivre ensemble, c'est une grande étape. J'ai ri et c'est sorti durement. Tu couches avec lui depuis 6 mois, mais vivre avec lui est une grande étape? Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu veux l'excitation d'une nouvelle relation sans renoncer à la sécurité d'être marié à moi. Ce n'est pas vrai. Ah non? Si tu étais vraiment prête à être avec Victor, tu m'aurais demandé le divorce il y a des mois. Au lieu de ça, tu as essayé de maintenir les deux vies. Élise pleurait ouvertement maintenant, mais je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas d'envie de la réconforter, pas d'instinct de la faire se sentir mieux. Après 18 ans de mariage, cela me surprenait plus que toute autre chose. Où suis-je censé aller, a-t-elle demandé. Ce n'est plus mon problème. Et mes affaires? Prends ce dont tu as besoin ce soir. Je ferai livrer le reste de tes affaires où tu le voudras. Nick, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas arranger ça? Ne pouvons-nous pas essayer une thérapie ou quelque chose? Arranger quoi? Le fait que tu m'aies trompé? Le fait que tu m'aies menti pendant des mois? Le fait que tu te sois fiancé à un autre homme alors que tu étais encore marié à moi? Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était une trahison calculée qui a duré des mois. Je t'aime toujours. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme une présence physique. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Non, tu ne m'aimes pas, ai-je finalement dit. Si. Je t'aime et j'aime Victor. Je sais que ça n'a pas de sens, mais c'est vrai. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas trompé. Il est possible d'aimer 2 personnes en même temps. Peut-être, mais il n'est pas possible d'être marié à 2 personnes en même temps. Tu as fait ton choix. J'ai choisi Victor parce que je pensais que tu ne voulais plus de moi. Je t'ai apporté des fleurs cet après-midi. J'avais des billets pour Paris dans ma poche. En quoi est-ce ne pas vouloir de toi? Tu travailles constamment. Nous ne passons plus de temps ensemble. Nous ne parlons jamais. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de notre famille, et nous ne parlons jamais parce que tu n'es jamais là. Tu es toujours au bureau ou avec des amis ou en train de faire quelque chose qui ne m'inclut pas. Parce que tu ne veux jamais rien faire. Je t'ai proposé d'aller dîner le week-end dernier.
Tu as dit que tu étais trop fatigué. Je t'ai proposé d'aller au cinéma le week-end d'avant. Tu as dit que tu avais des projets avec Brianna. Ce n'étaient pas de vraies invitations. Tu faisais juste semblant. Comment sais-tu ce que je faisais? M'as-tu demandé? As-tu essayé de faire d'autres plans? Ou as-tu simplement supposé que je n'étais pas sérieux et utilisé ça comme une excuse pour passer du temps avec Victor à la place? Élise n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Tu as cherché des raisons pour justifier ce que tu as fait, ai-je dit. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a que des excuses. Je suis désolé, Nick. Je suis tellement désolé. J'en suis sûr. Tu es désolé d'avoir été prise. Tu es désolé que ça se soit passé de manière si publique. Tu es désolé de devoir faire face aux conséquences. Mais tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Ce n'est pas vrai. Si tu étais vraiment désolé de l'avoir fait, tu aurais mis fin à ta relation avec Victor et essayé de sauver notre mariage. Au lieu de ça, tu t'es fiancé avec lui. J'ai paniqué. Tu as fait un choix. Et Jamie? Vas-tu me laisser voir mon fils? Jamie a 16 ans. Il peut voir qui il veut. Mais tu vas le monter contre moi. Je n'ai pas besoin de le monter contre toi. Il a vu ce que tu as fait aujourd'hui. Il sait quel genre de personne tu es. Je suis toujours sa mère. Oui, tu le es. Et il va devoir vivre avec ça pour le reste de sa vie. Élise s'est levée brusquement, faisant tomber sa chaise en arrière. Tu es un imbécile, Nick Harlan. Peut-être, mais je ne suis pas un tricheur. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir gâché 18 ans de ma vie avec quelqu'un qui a pu faire ce que tu as fait. Victor avait raison sur toi. Qu'est-ce que Victor a dit sur moi? Il a dit que tu étais froid et égoïste, et que je méritais mieux. Victor ne me connaît pas. Et apparemment, toi non plus. Je te connais assez bien pour savoir que tu prends plaisir à ça. Ah oui? Tu penses que je prends plaisir à voir mon mariage s'effondrer? Tu penses que je prends plaisir à voir ma famille détruite? Tu penses que je prends plaisir à être humilié devant tout ton bureau? Je pense que tu prends plaisir à me faire souffrir. Tu te fais souffrir toi-même. Je ne fais que ne pas t'en empêcher. Élise a ramassé son sac à main et s'est dirigée vers les escaliers. Je vais faire une valise. Prends ton temps. Ce n'est pas fini, Nick. Si, ça l'est. Je me battrai contre toi pour tout. La maison, l'entreprise, la garde de Jamie, tout. Fais donc. Elle a commencé à monter les escaliers, puis s'est retournée pour me faire face. Tu étais un homme bien. Je suis toujours un homme bien. Je ne suis juste plus ton homme. Après qu'elle ait disparu à l'étage, je suis resté seul dans ma cuisine, écoutant les bruits de ses mouvements dans notre chambre. Des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, des cintres qui raclent la tringle du placard, le bruit sourd des objets jetés dans une valise. Les bruits de 18 ans de mariage qui prenaient fin. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jamie. C'est fini? J'ai répondu, presque. Tu vas bien? Je vais bien. Tu veux que je descende? Reste dans ta chambre jusqu'à ce qu'elle parte. D'accord. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. 20 minutes plus tard, Élise est redescendue avec 2 valises et une housse à vêtements. Elle avait mis un jean et un pull, et elle avait refait son maquillage. On aurait dit qu'elle partait en voyage d'affaires, pas qu'elle quittait son mari. Je vais rester au Marriott du centre-ville pour quelques jours, a-t-elle dit, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de plus permanent. D'accord. Je veux voir Jamie avant de partir. Il fait ses devoirs. Je veux voir mon fils, Nick. J'ai appelé à l'étage. Jamie, ta mère veut te dire au revoir. Quelques instants plus tard, Jamie est apparu en haut des escaliers. Il a regardé Élise avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Salut, maman. Salut, mon chéri. Je vais rester à l'hôtel pendant un petit moment, mais je t'appellerai demain, d'accord? D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Mais il n'est pas descendu, et il n'a pas demandé quand il la reverrait. Élise m'a regardé une dernière fois. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se terminent.
Alors tu n'aurais pas dû les commencer. Elle a pris ses sacs et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Je n'ai pas proposé de l'aider à porter quoi que ce soit. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Quand tu te sentiras seul, quand tu réaliseras ce que tu as perdu, ne viens pas me chercher. Je serai avec quelqu'un qui m'apprécie. J'en suis sûr. La porte s'est refermée derrière elle avec un doux clic, et puis elle est partie. Jamie est descendu quelques minutes plus tard et m'a trouvé toujours assis à la table de la cuisine. « Comment tu te sens ?» a-t-il demandé. Fatigué, mais soulagé. J'y ai réfléchi un instant. Ouais, soulagé. Moi aussi. Ça va pour toi tout ça? Le départ de ta mère? Jamie s'est assis en face de moi sur la chaise qu'Élise avait libérée. Papa, je peux te dire quelque chose? Toujours. J'attendais que ça arrive depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je voyais bien que vous n'étiez pas heureux. Je voyais bien que maman était différente, distraite, comme si elle pensait à autre chose tout le temps. Pourquoi n'as-tu rien dit? Qu'est-ce que j'étais censé dire? Eh, papa, je crois que maman te trompe. Je n'en étais pas sûr, et j'espérais me tromper. Mais tu n'as pas été surpris quand c'est arrivé. Non, je n'ai pas été surpris. Nous sommes restés assis en silence confortable pendant quelques minutes, tous les deux en train de digérer les événements de la journée. Papa? Ouais. Tu vas t'en sortir? Je vais m'en sortir. Nous deux. Promis? Promis. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans le bureau d'Élise cet après-midi, je le pensais vraiment. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau de mon avocat à examiner les papiers du divorce qui mettraient officiellement fin à mon mariage avec Élise Arlan. Mike Rodriguez avait fait du bon travail. L'accord était juste, ce qui signifiait qu'Élise allait le détester. Elle ne signera pas ça, a dit Mike, en faisant glisser les documents sur son bureau vers moi. Pourquoi pas? Parce qu'elle n'obtient pas la moitié de tout. L'infidélité change les choses de manière significative. À quel point? Elle garde sa voiture, ses effets personnels et son compte de retraite. C'est tout. Et la pension alimentaire? Étant donné les circonstances, je ne pense pas qu'elle en obtiendra. Elle travaillait à plein temps à la fin du mariage. Elle est capable de subvenir à ses besoins, et c'est elle qui a commis l'infidélité. Et la maison? À toi. C'était ton bien propre avant le mariage, et tu as payé le prêt seul. L'entreprise. Aussi à toi. Elle n'a eu aucune implication dans les opérations quotidiennes, et encore une fois, le facteur de l'infidélité joue en ta faveur. J'ai signé mon nom sur les lignes appropriées et j'ai rendu les papiers à Mike. Quand est-ce qu'elle se les fait signifier? Demain matin, à son bureau. Ça devrait être intéressant. Mike a souri. Je pensais que tu apprécierais la justice poétique. Mon téléphone a sonné alors que je quittais le bureau de Mike. Victor Crane. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que tu veux, Victor? Il faut qu'on parle. On a déjà parlé. Je n'ai pas été impressionné. C'est différent. C'est à propos de l'accord de divorce. Qu'est-ce qu'il y a? Élise se fait avoir, et tu le sais. Élise s'est mise dans cette situation quand elle a décidé de me tromper. Elle mérite la moitié de tout ce que vous avez construit ensemble. Elle mérite ce que la loi dit qu'elle mérite, ce qui n'est pas grand-chose. Je ne vais pas te laisser la détruire financièrement. Tu ne vas pas me laisser? Mais pour qui te prends-tu? Je suis l'homme qui l'aime. Tu es l'homme qui l'a aidé à détruire son mariage. Il y a une différence. Retrouve-moi ce soir. Même endroit qu'avant. Pourquoi ferais-je ça? Parce que j'ai quelque chose que tu veux. J'en doute. Des informations sur ta femme que tu ne connais pas. Ex-femme. Et je me fiche des informations que tu as. Ça t'importera quand tu les entendras. Victor, je vais le dire une fois de plus. Reste en dehors de mon divorce. Reste loin de moi. Et si tu me menaces encore, tu le regretteras. C'est une menace. C'est une promesse. J'ai raccroché et je suis rentré chez moi, où Jamie m'attendait avec ses propres nouvelles. Maman a appelé,
a-t-il dit dès que j'ai franchi la porte. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut que je dîne avec elle et Victor demain soir. Tu veux y aller? Jamie a fait la grimace. Pas vraiment, mais je suppose que je devrais, non? C'est toujours ma mère. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas faire. Je sais, mais si je n'y vais pas, elle continuera d'appeler. Alors vas-y. Mais si tu es mal à l'aise à un moment donné, appelle-moi et je viendrai te chercher. Merci, papa. Le lendemain matin, j'étais dans mon bureau à l'entreprise de construction quand ma secrétaire m'a appelé. Nick, il y a une femme qui veut vous voir. Elle dit s'appeler Brianna Chen. Brianna Chen, une des collègues d'Élise du désastre au bureau il y a 3 semaines. Que pouvait-elle bien vouloir? Faites-la entrer. Brianna avait l'air nerveuse en entrant dans mon bureau. Elle était habillée en tenue de ville, et elle n'arrêtait pas de jouer avec la sangle de son sac à main. Monsieur Harlan, merci de me recevoir. Que puis-je faire pour vous, Brianna? Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé au bureau. La façon dont tout le monde a agi, ce n'était pas correct. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Ce n'est pas vous qui vous êtes fiancé avec un autre homme en étant encore marié. Non, mais j'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû vous avertir. M'avertir de quoi? Brianna s'est assise sur la chaise en face de mon bureau et a pris une profonde inspiration. À propos d'Élise et Victor. Tout le monde au bureau était au courant de leur relation. Nous savions tous qu'elle était mariée, et nous savions tout ce qu'ils faisaient. Depuis combien de temps tout le monde le savait? Des mois. Il n'était pas vraiment discret à ce sujet. Et personne n'a pensé à m'en parler? Ce n'était pas notre place. Du moins, c'est ce que nous nous disions. Mais maintenant vous êtes là. Maintenant, je suis là parce que je me sens coupable, et parce que je pense que vous devriez connaître la vérité sur ce qui se passait. Quelle vérité? Brianna a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe Kraft. Victor m'a demandé de vous donner ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il a dit que c'était des informations que vous deviez avoir. J'ai pris l'enveloppe mais ne l'ai pas ouverte. Pourquoi ne me l'a-t-il pas donné lui-même? Parce que c'est un lâche, et parce qu'il sait que vous le détestez. Homme intelligent. Brianna s'est levée pour partir, puis s'est retournée pour me faire face. Monsieur Harlan, pour ce que ça vaut, je pense qu'Élise a fait une énorme erreur. Vous semblez être un homme bien. Merci. Après son départ, j'ai fixé l'enveloppe pendant un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de mails, de SMS et de ce qui ressemblait à des relevés de cartes de crédit. Tous impliquaient Élise, mais pas seulement avec Victor. Les emails provenaient de 3 hommes différents, tous de nature romantique. Les SMS étaient explicites. Les relevés de cartes de crédit montraient des débits dans des hôtels, des restaurants et des bijouteries remontant à 2 ans. 2 ans. Mes mains tremblaient en lisant les documents. Élise ne m'avait pas seulement trompé avec Victor. Elle m'avait trompé avec plusieurs hommes pendant des années. Et j'avais été trop stupide ou trop confiant pour le remarquer. Mon téléphone a sonné. Victor, encore. Cette fois, j'ai répondu à la première sonnerie. Espèce d'enfoiré. J'en déduis que tu as reçu mon paquet. Depuis combien de temps savais-tu ça? J'ai découvert les autres après que nous ayons commencé à sortir ensemble. Elle m'a dit qu'elle avait eu quelques liaisons, mais que j'étais différent. Et tu l'as cru? Je voulais la croire. Mais maintenant, tu n'y crois plus. Maintenant, je sais qu'elle nous a menti à tous les deux. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Oh, pourquoi me montres-tu ça? Parce qu'elle nous a monté l'un contre l'autre, et j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle te dit qu'elle m'aime et qu'elle veut être avec moi. Elle me dit qu'elle t'aime et qu'elle se sent coupable de te quitter. Elle nous dit à tous les deux ce qu'elle pense que nous voulons entendre. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux conclure un marché. Quel genre de marché? Je témoignerai en ta faveur dans la procédure de divorce. Je fournirai des preuves de son infidélité, de ses mensonges, de tout. En échange, tu me donnes des copies de toutes les preuves que tu as contre elle. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je ne veux pas épouser une femme qui me ment depuis le premier jour. Tu romps avec elle?
Je l'ai déjà fait. Ce matin. Je me suis rassis dans ma chaise, essayant de digérer cette information. Elle a dû bien le prendre. Elle a menacé de me poursuivre pour rupture de promesse. Elle peut faire ça? Probablement pas. Mais elle peut me pourrir la vie pendant un certain temps. Alors, tu veux lui pourrir la vie en premier? Je veux m'assurer qu'elle ne nous détruise ni l'un ni l'autre. J'ai regardé les documents étalés sur mon bureau. Des preuves d'années de trahison, d'années de mensonges, d'années où j'ai été pris pour un idiot. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Ne réfléchis pas trop longtemps. Elle parle déjà à des avocats pour nous attaquer tous les deux. Pourquoi? Toi pour détresse émotionnelle, moi pour rupture de promesse et harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel? Elle prétend que je l'ai forcée à avoir une relation en menaçant son emploi. C'est vrai? Bien sûr que non, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas porter l'accusation. Après que Victor ait raccroché, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment, fixant les preuves de la trahison de ma femme. Plusieurs liaisons, des années de mensonges, et maintenant elle prévoyait de nous poursuivre tous les deux pour le privilège d'avoir été trompé par elle. J'ai appelé Mike Rodriguez. Mike, c'est Nick. Il faut qu'on se voie. Ce soir? Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de découvrir que l'infidélité de ma femme était beaucoup plus étendue que nous le pensions. À quel point? Plusieurs partenaires sur plusieurs années. Mike a sifflé doucement. Ça change les choses. À quel point? Avec ce genre de preuves, elle pourrait ne rien obtenir du tout. Bien. Nick, ça va. Je vais bien. J'ai juste hâte que tout ça soit terminé. Ce soir-là, Jamie est rentré de son dîner avec Élise et Victor, l'air sous le choc. Comment ça s'est passé, ai-je demandé. Bizarre. Vraiment bizarre. Que s'est-il passé? Eh bien, tout d'abord, maman et Victor se parlaient à peine. Ils n'arrêtaient pas de faire des commentaires passifs-agressifs, et la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ont-ils dit pourquoi ils se disputaient? Pas directement, mais Victor a fait un commentaire sur le fait que maman n'était pas honnête avec lui. Et maman a dit quelque chose sur le fait que Victor n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était. Autre chose? Maman a passé la majeure partie du dîner à essayer de me convaincre que tu n'étais pas raisonnable concernant l'accord de divorce. Elle a dit que tu essayais de la laisser sans rien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que peut-être elle aurait dû y penser avant de te tromper. Comment a-t-elle réagi à ça? Elle s'est mise à pleurer. Puis Victor s'est fâché contre moi parce que je l'avais fait pleurer. Puis je me suis fâché contre Victor parce qu'il me criait dessus. C'était un désastre. Je suis désolé que tu aies dû subir ça. Ce n'est pas grave. Mais papa? Ouais. Je ne veux plus dîner avec eux. Tu n'es pas obligé. Maman va être contrariée. Laisse-moi m'occuper de ta mère. Le lendemain matin, j'ai rencontré Mike Rodriguez et je lui ai montré les preuves que Victor avait fournies. Les yeux de Mike s'écarquillaient à chaque document qu'il examinait. Bon sang, Nick. Elle n'a pas chômé. Comment cela affecte-t-il le divorce? Elle n'obtient rien. Ni la maison, ni la pension alimentaire, ni une part de ton entreprise. Rien. Et la garde? Avec ce genre de preuve d'indignité morale, tu obtiendras la garde exclusive si tu la veux. Je la veux. Considère que c'est fait. 2 heures plus tard, Élise m'a appelé en hurlant. Imbécile. Tu m'as fait signifier les papiers au travail encore une fois. Ça me semblait approprié. Tout le monde a vu les papiers. Tout le monde sait de quoi tu m'accuses. Tout le monde savait déjà ce que tu as fait. Les papiers n'ont fait que le rendre officiel. Tu essaies de me détruire. J'essaie de divorcer. L'accord que tu proposes est insultant. L'accord que je propose est généreux compte tenu des circonstances. Je ne signe rien. Alors nous irons au tribunal et un juge décidera. Avec les preuves que j'ai, je ne pense pas que tu aimeras le résultat. Quelles preuves? Toutes, Élise. Absolument tout. La ligne est restée silencieuse un instant. Je ne sais pas ce que tu crois avoir. J'ai des emails, des SMS, des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel et des témoignages.
J'ai des preuves de multiples liaisons sur plusieurs années. J'ai des preuves que tu as utilisé les fonds matrimoniaux pour financer tes liaisons. Et j'ai un fils de 16 ans qui est prêt à témoigner sur la façon dont ton comportement l'a affecté. Tu n'utiliserais pas Jamie contre moi. Je n'en aurais pas besoin. Il s'est porté volontaire. Un autre long silence. C'est Victor qui t'a donné ces informations, n'est-ce pas? Est-ce que ça a de l'importance d'où ça vient? Cet enfoiré. J'aurais dû savoir qu'il se retournerait contre moi. Peut-être que tu aurais dû faire plus attention à qui tu faisais confiance. Ce n'est pas fini, Nick. Si, ça l'est. Et cette fois, je le pensais vraiment. 3 jours plus tard, Élise a signé les papiers du divorce. Elle a gardé sa voiture, ses vêtements et ses effets personnels. Tout le reste est resté avec moi. Le mariage qui avait duré 18 ans était officiellement terminé. Jamie et moi avons célébré avec une pizza et un film. Juste nous deux dans notre maison, enfin libérés des mensonges et du drame qui avait consumé nos vies pendant des mois. Comment tu te sens? A demandé Jamie alors que le générique défilait. Libre, ai-je dit. Et toi? Pareil. Des regrets? Justin. Lequel? J'aurais aimé découvrir ce que maman faisait plus tôt. J'aurais peut-être pu t'épargner de la peine. Tu n'aurais rien pu m'épargner. C'était entre ta mère et moi. Mais si j'avais dit quelque chose, alors j'aurais découvert plus tôt, mais le résultat final aurait été le même. Ta mère a fait ses choix, et maintenant elle vit avec les conséquences. Tu penses qu'elle est désolée? Je pense qu'elle est désolée de s'être fait prendre. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Nous sommes restés assis en silence confortable pendant un moment, tous les deux en train de digérer la fin d'une ère. Papa? Ouais. Je suis fier de toi. Pourquoi? De ne pas l'avoir laissé s'en tirer. De t'être défendu. De nous avoir protégés. Je n'ai rien fait de spécial, Jamie. J'ai juste fait ce que je devais faire. C'est ce qui l'a rendu spécial. 6 mois plus tard, j'ai entendu dire par des oui-dire qu'Élise avait déménagé dans une autre ville et avait pris un emploi dans une autre entreprise. Victor avait également quitté la ville, apparemment pour éviter les retombées de leur rupture très médiatisée. Je me fichais de savoir où ils allaient ou ce qu'ils faisaient de leur vie. Il n'était plus mon problème. Jamie et moi nous en sortions bien seuls. Mieux que bien, en fait. Sans la tension et le drame constant d'un mariage en échec, notre maison semblait paisible pour la première fois depuis des années. J'avais recommencé à fréquenter quelqu'un, rien de sérieux, juste des dîners et des films avec une femme sympathique que j'avais rencontrée lors d'une conférence de l'industrie de la construction. Jamie l'approuvait, ce qui était important pour moi. La vie n'était pas parfaite, mais elle était honnête. Et après des années à vivre avec des mensonges, l'honnêteté me semblait être un luxe que j'avais oublié que je pouvais me permettre. Un soir, alors que Jamie et moi finissions de dîner, il a levé les yeux de ses devoirs et a dit « Papa, est-ce qu'elle te manque parfois? Ta mère? » Ouais. J'y ai réfléchi un instant. La femme avec qui je pensais être marié me manque, mais cette femme n'a jamais vraiment existé. C'est triste. Peut-être, mais c'est aussi libérateur. Comment ça? Parce que maintenant je connais la vérité. Et la vérité, même quand elle est douloureuse, est toujours meilleure qu'un mensonge. Jamie a hoché la tête pensivement. Je crois que je comprends. Bien. Parce que c'est la leçon la plus importante que je puisse t'enseigner. Dis toujours la vérité, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Je le ferai, papa. Je sais que tu le feras. Et je le savais. Parce que malgré tout ce qui s'était passé, malgré toute la douleur, la trahison et les mensonges, quelque chose de bien en était ressorti. J'avais élevé un fils qui comprenait la valeur de l'honnêteté. Un fils qui ne ferait jamais subir à quelqu'un qu'il aime ce que sa mère m'avait fait subir. Ça valait quelque chose. Ça valait tout.